Alors, tout d'abord, avant de commencer, je voudrais remercier déjà tous les sponsors qui permettent à cet événement d'exister et à tout le monde d'être là et tant les speakers que les spectateurs. Donc, merci à tous. Donc, je vais me présenter. Donc, moi, je m'appelle Laurent. Ça fait quelques années que je travaille dans l'informatique. J'ai commencé en tant que développeur dans une start-up il y a une grosse vingtaine d'années. Et on était une petite dizaine. Et j'ai eu la chance que cette start-up grossisse. Et quelques années après, on s'est retrouvé à plus de 150 développeurs sur le projet. Et donc, j'ai été confronté à toutes les difficultés qu'on a pu passer à l'échelle, aux problèmes de qualité de code, aux livraisons. Et du coup, à cette époque-là, j'ai essayé de mettre en place et de promouvoir toutes les bonnes pratiques de développement, que ce soit sur les tests automatiques, sur les débuts de l'intégration continue. Et après, j'ai eu la chance de travailler dans des groupes un peu plus grands et avec les mêmes problématiques. Et du coup, j'ai eu envie de remettre en perspective un peu toute l'évolution qu'il y a eu autour de ces sujets-là depuis une vingtaine d'années. Donc, ça va être un peu l'objectif de la présentation d'aujourd'hui, de vous dire un peu de mon point de vue, tout ce qui a pu se passer dans ces thématiques et essayer de prendre un peu de recul sur quelles sont les pratiques et quelles sont les choses importantes qu'il faut essayer de retenir. Alors, je ne l'ai pas dit, mais j'étais plutôt développeur back. Donc, la présentation est quand même pas mal orientée sur les techno-back. J'ai essayé de faire le lien avec les choses qui se passent côté front, qui se passent en data, qui se passent un peu en mobile. Mais bon, la présentation a quand même resté pas mal sur les technologies Java et qui ont été mon cœur de métier pendant des années. Donc l'idée, alors je m'excuse, c'est un peu petit, mais c'est juste pour essayer de garder une perspective, une vision un peu de ce qui se passe. On va essayer de revenir fin des années 90, à l'époque où c'est principalement des mainframes, où c'est principalement des gros systèmes. Et pour présenter un peu ce qu'on voit à l'écran, j'ai essayé de mettre en perspective plusieurs axes. Le premier, c'est le langage qui est prédominant à l'époque. Donc, au tout début, en tout cas, quand j'ai commencé, c'était C et C++, qu'on avait un peu partout, qu'on devait compiler en local avec du make et du makefile. C'est pour ça qu'on a la deuxième ligne qui est tous les outils de build qu'on utilisait. Et à l'époque, les grosses difficultés qu'on avait, c'est que on compilait sur sa machine, toutes les machines étaient évidemment différentes, et que quand on avait quelque chose qui marchait sur son serveur, qu'on le copiait le binaire sur le serveur d'à côté, ça ne marchait pas. Donc pour éviter ça, on recompilait sur le serveur d'à côté. Donc à chaque fois qu'on installait un programme, on régénérait une compilation, et régulièrement, on avait des petites surprises, comme quoi il n'y avait pas la bonne version de librairie, pas les bonnes versions de dépendance, et c'est le genre de galère qu'on avait. Il y avait des outils pour partager les sources. Donc, c'est la troisième ligne que j'ai appelée les sources control management, dans laquelle on mettait, à l'époque, suivant les outils, on en reparlera un petit peu, mais tout. On mettait le code, on mettait les binaires qu'on livrait, voilà. Parce que finalement, c'était pratique de tout avoir au même endroit. Et donc, à l'époque, c'était principalement CVS et Perforce qui étaient là. Il y avait alors, la quatrième notion que famille d'outils, j'ai appelé ça les orchestrateurs. Alors aujourd'hui, on parlerait de Jenkins, de GitLab CI, des choses comme ça. À l'époque, il n'y en avait pas trop. C'était pas dans l'air du temps. Et il y avait quelque chose qui a été fait par IBM qui s'appelait ClearCase, où en fait, on avait à la fois l'IDE, à la fois le gestionnaire de sources, à la fois l'orchestrateur de build, à la fois l'endroit où on stockait les binaires qui existait. Et finalement, qui satisfaisait un peu tout le monde. Alors, le gros défaut qu'il avait, c'est qu'il était centralisé. Et finalement, quand on était une petite entreprise, une moyenne entreprise, c'était assez pratique, on avait tout au même endroit. Mais dès que l'entreprise commençait à devenir un peu plus grosse, à être sur plusieurs sites, voire une partie aux États-Unis, une partie en France, finalement, récupérer les sources avec le réseau de l'époque, ça devenait assez compliqué, parce qu'avec les sources venaient aussi les binaires. Donc, les synchros, il fallait plusieurs heures pour se mettre à jour sur une version, sur une branche. Et après, j'ai mis deux autres lignes derrière qui sont plutôt les environnements de run. Alors, à l'époque, on ne séparait pas les environnements de build de run parce qu'on recompilait tout sur tous les serveurs. Donc, en fait, c'était un peu pareil. On verra qu'au fur du temps, les choses ont évolué. Et j'ai quand même, alors j'étais aussi plus dans le monde Unix à l'époque, j'ai quand même mis une petite ligne sur Windows
Parce qu'il se passe des choses qu'on verra qui sont en train d'évoluer et qui sont importantes de mon point de vue. Alors, l'idée, c'est pas de dire Windows, ils ont fait mal ou bien depuis 25 ans. Pour moi, le monde Windows, c'est un monde de progiciels qui était essentiellement pour faire des applications lourdes, entre guillemets, pour des clients. Et du coup, leur évolution est liée à ça. Et on verra que dans le temps, ils ont changé de vision, ils ont changé d'outils. Et aujourd'hui, les deux mondes se rapprochent de plus en plus. Donc ça, c'est pour te présenter un peu les grandes lignes des axes qui vont nous intéresser. Et donc, pour reprendre un peu sur le tout début de l'histoire, finalement, C++, c'était quoi? On avait des notions de liaison statique et dynamique des librairies. Alors, pour les non-informaticiens, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pouvait soit lier du code au moment de la compilation, soit au moment de l'exécution. Alors, tout ce qui se passait à la compilation, c'est assez pratique, c'était lié. Mais il y a plein de choses qui étaient faites simplement à l'exécution, d'où tous les problèmes d'hétérogénéité des environnements et qu'on a essayé de résoudre par la suite. Et on verra comment ça s'est passé. Le deuxième point qui était important de mon point de vue, c'est qu'il y avait un très très fort couplage entre le code qu'on écrivait et le système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, historiquement, on est très très lié à ce qu'on appelait la libc à l'époque. Alors, ça s'appelle toujours la libc, mais aujourd'hui, on a un peu moins de dépendance. Et pour prendre conscience un peu des difficultés que les équipes avaient d'intégrer, c'est assez courant. Je me rappelle d'une équipe qui avait un processus d'intégration qui commençait le 3e mercredi du mois, avec pour objectif de finir l'intégration à la fin du mois. Donc, ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait l'intégrateur. Il passait 10 jours quasiment à simplement faire que le code de chacun compile et fonctionne ensemble. Aujourd'hui, on dirait ça, normalement, on prendrait peur, mais il fallait avoir conscience qu'il y avait ces problèmes-là. Et donc, ces temps d'intégration étaient vraiment pénalisants dans les équipes. Mais tout le monde trouvait entre ça normal. Et, chose importante, il y avait les sources les binaires qui étaient centralisées. On utilisait assez peu les branches. C'était pas la mode. Les outils étaient assez compliqués pour le faire. Et donc, du coup, tout le monde travaillait en local sur son PC et le 3e du mois, partageait son code. Et c'est un peu, on s'est quand même dit, c'était quand même pas terrible. Et on va essayer de changer ça. Et finalement, dans les fin des années 90, il y a le langage Java qui est apparu. Et la promesse à l'époque du langage Java, c'était de couper un peu la dépendance entre le code et les applications qu'on écrivait et le système. Avec la promesse qui était de « je compile une fois et je suis capable d'exécuter n'importe où ». Alors, comme toutes les promesses, elles ne sont pas complètement satisfaites, en tout cas au début. Mais l'idée, c'était vraiment d'essayer de casser cette dépendance-là et de permettre de plus facilement déployer l'application. Les outils ont commencé à évoluer. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que passer 10 jours à intégrer sur un mois, c'était assez compliqué. On découvrait les problèmes très tard dans les phases de développement. Et c'était du coup assez pénalisant. Donc, on a essayé de réduire un peu ces temps-là. Et les outils ont évolué. C'est-à-dire qu'il y a des outils comme Subversion qui sont arrivés, qui permettaient plus facilement de faire des branches pour les développements, de les intégrer. Donc, c'est à cette époque-là qu'on a commencé à parler de branches, de feature branches, de branches de release, de branches de version. Évidemment, comme tout nouvel outil, on a fait des milliards de branches dans tous les sens. Et donc, on a eu des problèmes parce qu'il y en avait trop et qu'il a fallu essayer de rationaliser ou qui a duré trop longtemps. À l'époque, c'est vrai que dès qu'on a fait les branches, on a essayé de reproduire un peu ce qu'on faisait avant. Donc, on avait des branches qui duraient 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et évidemment, quand on les refusionnait, quand on les repartageait avec l'équipe, ça se passait mal parce qu'il y avait 3 semaines, voire un peu plus de développement. On a commencé à se poser les questions de faire de l'intégration continue, c'est-à-dire d'essayer de partager plus fréquemment son code ensemble. Et il y a des outils comme Continuum qui sont apparus, qui étaient vraiment orientés Java. Et on a commencé à se rendre compte que finalement, une application, ce n'était pas qu'un langage, mais ça pouvait être des fois une partie front qui était en PHP, un back-end qui était en Java. Et donc, du coup, d'avoir des outils qui sont un peu plus indépendants du langage, c'est intéressant. C'était un peu la promesse de Cruise Control à l'époque, qui permettait de faire ça. Côté run, on a commencé à voir apparaître des outils comme WebSphere qui permettaient d'offrir on va dire une plateforme dans laquelle on mettait des petits bouts de code et ça permettait finalement de s'abstraire de l'environnement d'exécution. En tout cas, c'était la promesse et ça commençait à bouger.
Et côté Microsoft, pour refaire un peu le parallèle, c'était le début de Visual Studio. Visual Studio, IDE, tout intégré. On avait l'IDE, on avait l'outil de build qui était intégré, on avait la phase de déploiement qui était intégrée dedans. Donc, on avait tout en un. Et ça a été le début de C# qui a commencé à démarrer à ces époques-là. Et on verra que Microsoft, finalement, sont restés sur ce modèle-là pendant une grosse dizaine d'années, sans trop évoluer, alors que le monde d'Unix, on va dire, a été beaucoup plus fragmenté, a bougé beaucoup plus. Donc, les promesses qu'on avait, c'était d'avoir un outil qui permet de s'exécuter, de compiler une seule fois et de s'exécuter sur plusieurs environnements. Donc ça, c'était plutôt lié à Java. On a commencé à se dire, je veux intégrer mon travail le plus fréquemment possible. Alors l'intégration, on le voyait encore à l'époque comme je partage mon travail avec mon équipe. On n'était pas encore dans une réflexion de je récupère aussi le travail de l'équipe régulièrement. On était plus je partage, mais j'oubliais un peu souvent de ramener le travail de l'équipe chez moi. Ce qui ramenait quand même des problèmes d'intégration globalement, ou des branches master ou trunk à l'époque qui ne compilaient pas parce que personne n'avait la même version sur son poste. Donc ça, petit à petit, on a essayé de le changer. À l'époque, les outils, les scripts, c'était Ant qui permettait de compiler. C'est assez fréquent d'avoir des projets de 2000, 3000 lignes pour simplement dire, je prends des fichiers Java, je les compile et je fais un jar. Chose qui aujourd'hui se fait en 2 lignes. À l'époque, il fallait quasiment 2000 lignes de script pour exprimer ça. Donc, c'était des choses qui étaient très difficiles à maintenir, tellement difficiles qu'il y avait des gens qui s'appelaient des buildmasters. Alors, j'ai fait ce rôle-là quelques années, qui étaient spécialisés dans faire ça. Simplement, s'assurer qu'on est capable de compiler le projet. Et on a commencé à avoir des outils apparaître qui permettaient de valider la qualité du code. Donc, dans le monde Java, on avait PMD, Findbug, Checkstyle, qui ont donné SonarCube derrière, qui ont été utilisés par SonarCube derrière. Mais du coup, c'était les débuts de je ne me contente pas simplement de compiler, mais je valide aussi la qualité de ce que je fais. Et je commence à me poser la question de comment je peux faire ça mieux. Et là, on le voyait qu'on était dans les phases de build, où on avait des builds qui cassaient parce que le code était mal écrit, il y avait des erreurs, on trouvait des bugs. Et petit à petit, ces choses-là qui arrivaient dans l'étape de build, assez tard finalement, parce que c'était lourd, ça prenait pas mal de ressources, on ne les faisait pas tourner sur son propre poste de travail, on le faisait tourner sur le serveur de l'intégration continue. Et petit à petit, ces outils sont devenus plus efficaces, plus rapides, et on les a fait tourner de plus en plus tôt dans notre process de développement, jusqu'à ce que ça tourne aujourd'hui dans l'IDE. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès qu'on tape ces lignes de code, on a le feedback immédiat. Et ça, c'est important parce que d'avoir le feedback sur ce qu'on fait le plus tôt possible, c'est important. Et du coup, l'intégration continue qui a été décentralisée sur des serveurs, et on avait des feedbacks assez tard, là, on commence à l'avoir de plus en plus tôt et quasiment en temps réel. Petite fatigue derrière. Et donc, finalement, chaque projet, on s'est rendu compte que j'avais du code, qu'il fallait que je compile, que je lance les outils. Alors, tout le monde n'avait pas les mêmes outils. Il y en a qui faisaient du Findbug pour chercher les bugs, d'autres qui vérifiaient la syntaxe, d'autres qui vérifiaient la complexité. Et on s'est dit, c'est quand même super complexe. J'ai 5 projets, 6 projets. Gérer des fichiers de script de 2000, 3000 lignes à chaque fois, c'est compliqué. Et finalement, on s'est dit, on pourrait peut-être standardiser, de dire que les sources sont le même endroit, de se dire que le jar s'appelle toujours de la même façon, de se dire qu'on lance toujours les mêmes outils. Et finalement, Maven est arrivé dans cette idée-là, de se dire, plutôt que de devoir reconfigurer systématiquement, de tout décrire, on peut peut-être se donner quelques conventions et faire l'hypothèse que si la personne met ses sources dans SRC Java, je ne suis pas bête, je vais les prendre là-bas, je les compile, le jar s'appelle comme le projet.jar, et c'est magique. Et finalement, c'était un peu la promesse de Maven, de dire, je vais unifier des pratiques pour simplifier les actions de packaging, de build de mon code. C'est le moment aussi où on voit de plus en plus de petits langages émerger, entre guillemets, mais quand même Java, c'est le moment où il devient vraiment prédominant. C'est-à-dire que la plupart des projets étaient en Java. Il y avait PHP qui était présent pour les parties front, mais c'était vraiment Java qui était prédominant. Et il y a eu une grosse activité d'évolution des outils autour de Java. En côté intégration continue, c'est le début d'Hudson, qui était l'ancêtre de Jenkins. Et en fait, on a commencé à avoir de la complexité, du lien qui était fait entre l'outil de build et l'outil d'intégration continue.
C'est-à-dire que dans l'intégration continue, dans l'outil de build, pardon, on commençait à dire, bah, tiens, je lance un outil pour vérifier si j'ai des bugs. Après, on s'est dit, bah, tiens, puisque j'ai une plateforme d'intégration continue, j'aimerais bien voir mon rapport de façon super sexy. Donc, du coup, j'ai commencé à mettre des plugins dans Hudson pour visualiser mes rapports de qualité de code, pour visualiser mes rapports d'exécution de test, pour visualiser mes rapports de couverture de code, pour voir des indicateurs de qualité de code. Et du coup, à chaque fois que je faisais évoluer un de mes plugins dans mon outil de compilation, je devais mettre à jour mon outil d'intégration continue avec les mêmes versions, parce qu'évidemment, il y avait des nouvelles fonctionnalités que je voulais avoir. Et finalement, quand j'avais 10 projets dans l'entreprise, ben, quand une des équipes faisait évoluer un des outils, les 10 autres devaient faire évoluer leurs outils en même temps. Et comme tout changement, tout le monde n'avait pas forcément envie de changer en même temps. Donc, on est tombé dans une logique où chaque équipe avait sa plateforme d'intégration continue. Alors, c'est super sympa, c'est super flexible, c'est super sympa, mais par contre, quand on doit gérer les 10 plateformes, on est un peu moins content. Donc, ça devient compliqué. On commence à se dire, les binaires, c'est sympa, mais alors les stocker avec les sources, c'est super lent, c'est super compliqué. Dès que je fais une branche, ça prend du temps. On se dit, on va commencer à les stocker sur des serveurs spécialisés. Donc, on a commencé à voir apparaître des serveurs binaires. Alors, dans le monde Java, c'était Archiva. Aujourd'hui, on verra, c'est du Artifactory, c'est du Nexus, c'est des outils comme ça, qui permettent de stocker les binaires et surtout qui permettent de ne pas aller les chercher sur Internet. C'était aussi l'époque où certaines entreprises avaient « Ah, l'informaticien, il ne faut surtout pas qu'il ait accès à Internet. Internet, c'est dangereux. » Donc, il ne peut pas télécharger des dépendances, des librairies en direct sur Internet. Il faut que tout soit centralisé en interne. On verra que d'un point de vue sécu, ils n'avaient pas forcément tort. Mais du coup, ça mettait pas mal de contraintes sur les développeurs, sur la manière, la capacité à intégrer des nouvelles versions de librairies de dépendance. Et on a commencé à se dire, tiens, puisque je compile automatiquement, je pourrais commencer à me poser la question de déployer automatiquement, parce qu'on a encore plein de problèmes. Et c'est l'époque où Puppet commence à arriver, Amazon commence à arriver avec des nouveaux serveurs, des choses dans le cloud qui nous permettent d'avoir des serveurs beaucoup plus facilement, et qu'il y a DevOps, le mouvement DevOps qui commence à arriver. On est dans les années 2008 à peu près, et on commence à se dire, voilà, développer c'est bien, mais on doit se poser la question de comment on déploie et comment on automatise aussi le déploiement. J'accélère un petit peu. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, pour moi, qu'on a vraiment fait de l'intégration continue. Alors, vraiment dans le sens, en tant que développeur, je me pose la question de façon assez itérative, incrémentale, de je travaille sur des petits lots, des petits incréments que je partage régulièrement avec mon équipe. Régulièrement, je récupère le travail de l'équipe. Régulièrement, je lance les tests. Régulièrement, je valide la qualité de mon code. Et quand je dis régulièrement, dans les années 2000, on parlait du build hebdomadaire. On faisait le full build hebdomadaire. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, je compilais tout, je lançais tous les tests, je lançais les outils de qualité de code parce que c'était lent, ça prenait du temps. Et là, on commence à être dans des phases où je me pose la question de le faire plusieurs fois par jour. Plusieurs fois par jour, j'essaie d'intégrer mon code avec les collègues. Plusieurs fois par jour, je lance mes tests. Plusieurs fois par jour, j'ai ce feedback-là. Et donc, la durée de vie des branches aussi a commencé à réduire. Avant, la durée de vie d'une branche était de 2 semaines, 3 semaines. Là, on a commencé à voir apparaître des branches qui duraient une semaine, voire quelques jours. Donc, ils commençaient à se réduire et on a commencé à faire vraiment des batchs un peu plus incrémentaux. En termes d'outils, énième grosse évolution de Maven, c'est Maven 2.1 qui permet de gérer les versions des dépendances. C'est-à-dire que les dépendances, plutôt que de dépendre de la librairie lambda, on commence à dépendre de la version 2.1 de la librairie lambda. Et surtout, on peut mettre ce numéro de version dans des fichiers communs et versionnés qui sont facilement gérables, un peu les log files de JS aujourd'hui. Et ça commence à vraiment permettre de simplifier le partage des librairies, des versions des librairies entre projets et entre modules. Ça, c'est intéressant. On commence, alors c'est l'époque où Oracle rachète Hudson, qui a le split avec Jenkins, qui commence à évoluer. Et donc, on est vraiment à l'époque où Jenkins, on est dans une logique où il y a une version des plugins, il y a une version de Java, il y a une version de Maven.
Et ce qui finalement, on se rend compte qu'avec ces outils d'intégration continue, on a créé un couplage entre les projets dans une entreprise. C'est-à-dire que puisque la plateforme d'intégration continue devait être partagée par tous les projets de l'entreprise, parce que finalement, d'avoir une plateforme par équipe, c'est assez coûteux, on s'est rendu compte que ça bridait énormément les équipes dans leur évolution. C'est-à-dire que tout le monde devait migrer en même temps. Et évidemment, comme tout le monde avait des cycles de release séparés, on disait, bah non, là, on livre dans 2 semaines, on ne va pas changer l'outil d'intégration continue, on ne va pas changer nos versions de build aujourd'hui. Donc, finalement, on ne bougeait pas. Et donc, du coup, on a des outils qui n'évoluaient pas, ce qui générait de la frustration. Et finalement, on va voir que les outils vont évoluer petit à petit. Et notamment, une des principales évolutions, ça a été Jenkins 2. Alors, il y avait déjà des outils comme CircleCI qui avaient compris ça depuis des années. Mais dans les entreprises qui avaient essentiellement investi dans du Jenkins, ils se sont dit on ne va pas changer tous les 6 mois. Et finalement, le passage à Jenkins 2 a permis de redécoupler finalement la plateforme d'intégration continue de ce que voulait faire chacun des projets. On pouvait avoir plusieurs versions de Java, plusieurs versions de Maven. Chaque projet, finalement, pouvait évoluer comme il voulait. Donc, on a remis de l'indépendance entre les outils utilisés et finalement comment chacune des équipes l'utilisait dans son quotidien. Et ça, c'est important parce que ça a permis à chaque équipe, finalement, d'évoluer à son rythme. Et finalement, ça, c'est un découplage caché qu'on oublie souvent dans les entreprises. C'est qu'en partageant un outil, on couple les projets ensemble. Et ça, c'est important parce que qui dit coupler dit que les évolutions, les changements de pratique sont communs. Et ça, c'est très dangereux, surtout dans un monde qui bouge très, très vite. Et je ne l'ai pas dit, mais à l'époque, alors, il y a eu des livraisons, des librairies qui se mettaient à jour assez fréquemment. Dans tout le début de Java, il y avait des librairies majeures qu'on utilisait qui changeaient jusqu'à 20 fois par an. Et du coup, 20 fois par an, si tous les projets doivent être synchrones pour les mettre à jour, c'est compliqué. Ça veut dire que ça inclut une sacrée dépendance entre tous les projets dans une entreprise. Et finalement, de repermettre à chaque projet d'évoluer à son rythme, c'était super important. Ce qui permettait aux projets qui démarraient d'utiliser les dernières versions, avec les dernières fonctionnalités, entre guillemets, moins de bugs et une utilisation plus simple. Aux projets qui étaient en phase de run, de ne pas être obligés de mettre à jour et finalement de pouvoir rester avec les versions qu'ils utilisaient. Et finalement, les projets qui étaient en fin de vie, on n'était plus obligé de les mettre à jour. Donc ça, c'était important de faire un peu ce découpage. Et finalement, dans ces phases-là, c'est aussi la phase où les tests sont devenus de plus en plus populaires. Donc là, si on prend un peu les JUnit, les choses comme ça qui est arrivé assez tôt, les tests automatiques sont vraiment devenus, on va dire, pour moi, populaires en même temps qu'un peu le DevOps, 2010, 2008, 2014, parce qu'on s'est mis à déployer. Et qui dit déployer régulièrement sans test, alors je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais ça se passe assez mal. C'est-à-dire que déployer automatiquement des choses qui ne marchent pas, on est rarement content. Et donc, dès qu'on a commencé à vouloir automatiser les déploiements, on s'est posé la question de comment garantir que ce qu'on déployait, ça marchait. Du coup, on s'est dit, tiens, finalement, c'est sympa de déployer la prod automatiquement, mais pour mes tests, je dois aussi déployer mon environnement de test automatiquement. Et c'est là qu'on a vu des outils comme Chef. Alors, j'ai parlé de Puppet un peu au début. Il y a Chef, il y a d'autres outils qui sont arrivés là, qui venaient vraiment du monde des devs, qui étaient faits pour déployer l'application. Alors, ce que je dis d'un point de vue dev, c'est qu'on se pose la question de déployer les packages qu'on fait, mais on ne se pose pas encore trop la question sur quel OS on se met, sur quelle configuration réseau on met, quels sont les outils de monitoring, comment se fasse la supervision de l'application. Et en parallèle, comme on commence à automatiser les environnements de dev, les ops qui sont pas loin sont aussi en train de se dire, oui, les mecs, ils automatisent en dev, nous aussi, on va automatiser notre déploiement côté prod. Donc, il y a des outils qui arrivent. Il y avait Salt, il y avait Ansible, qui avaient pour vocation d'automatiser finalement la partie, je crée mon infrastructure, je crée mon réseau, je crée mes packages de système, j'installe ma version de Java. Et évidemment, à un moment donné, les deux mondes se sont rencontrés. Et on s'est rendu compte que finalement, d'avoir 2 systèmes de déploiement, un côté dev et test et un côté prod, ce n'était pas super génial. Parce que prod, on le testait que quand on faisait la release. Évidemment, on avait des mauvaises surprises. Alors que côté dev, on avait un environnement qu'on déployait plusieurs fois par jour, mais qui n'était pas complet. Et du coup, c'est le moment-là où finalement, les outils entre dev et ops sont commencés à devenir communs. On a commencé à parler de Docker. Ansible a commencé à être utilisé beaucoup plus côté dev, parce que finalement, on a commencé à se poser la question du déploiement de l'application
et aussi du système dans le même outil. Et donc, on a commencé vraiment à se dire, bon, on ne peut plus gérer les deux de façon complètement désynchronisée, on ne peut plus faire abstraction de ce qui se passe en prod. Et du coup, ces outils-là ont commencé à se développer de plus en plus et surtout, ont commencé à se simplifier. Parce que les ops ont découvert, un peu dans le dur, que avoir des choses complexes qui nécessitaient des grosses connaissances réseau, qui nécessitaient des grosses connaissances système, les devs, ils n'aimaient pas. Et donc, du coup, on a vu des outils comme Docker qui, assez simplement, avec 3-4 lignes de construction, on était capable de déployer une application. Et c'est pour moi une des explications qu'on fait que c'est devenu assez populaire, c'est que pour les devs, le coût d'apprentissage était assez faible. Et qu'on a pu assez facilement commencer à déployer des applications de façon automatique, de façon relativement fiable, en faisant abstraction un peu de comment la prod était organisée. Et ça marche, et ça marche assez bien. Et c'est surtout des choses qu'on a pu utiliser à la fois sur son poste de travail, à la fois dans l'environnement de test, d'intégration continue de recettes, et à la fois en production. Donc, on a commencé à voir apparaître une uniformisation des pratiques. Donc ça, c'est des choses qui sont, mon point de vue, assez intéressantes. Et Jenkins 2 a fait apparaître quelque chose d'assez important. C'est la première fois, tout avant, je ne l'ai pas dit, mais le script de configuration, de packaging, de déploiement était géré de manière asynchrone par rapport au code. Il n'était pas forcément versionné, il était dans l'outil. Dans Jenkins 1, c'était stocké que dans l'outil. Et dans Jenkins 2, et c'est un peu, ils ont un peu suivi ce qu'avait fait CircleCI, le script, on va dire, de déploiement ou de gestion de ma phase d'intégration continue était stocké dans le code. Et du coup, ça me permettait de le versionner. Et ça a été un gros changement. C'est-à-dire que pendant des années, on a géré la phase de packaging, de build, de façon asynchrone par rapport à l'évolution du code. Et pour moi, les gros changements dans les années 2011-2012, c'est que du coup, ces scripts-là sont devenus versionnés dans le code. Et du coup, c'était aussi clair que c'était la responsabilité de l'équipe. Alors, l'équipe, c'était dev plus un peu plus large, mais l'équipe devait faire évoluer ces changements-là. Et ce qui fait que les changements ou les améliorations, les évolutions de l'intégration continue faisaient partie du travail quotidien des développeurs. Avant, on avait tendance à dire, il y a un build master qui fait ça. Là, on s'est dit, finalement, c'est le travail de chacun de le faire évoluer. Pas forcément de le mettre en place, mais d'être capable de le maintenir, de le faire évoluer en fonction des nouveaux besoins. C'est devenu la responsabilité de l'équipe. Donc ça, c'est assez important. Et surtout, ça a permis de le versionner. Ça veut dire que si en production, j'avais une version 2 qui avait des nouveaux besoins, je pouvais les mettre dans ma branche de ma version 2. Par contre, si j'étais en train de travailler sur ma future version 3, je pouvais faire évoluer mon mécanisme de build, mon mécanisme de packaging de façon indépendante de ce qu'il y avait en production. Et ça, mine de rien, ça faisait 15 ans qu'on galérait avec ça. Donc ça, voilà, c'est des changements qui sont assez importants et qu'on a essayé de mettre en place. Et en parallèle de ça, même si Java reste le langage prédominant, JavaScript arrive. Avant, on avait du PHP. Et du coup, JavaScript arrive parce que ce n'est pas négligeable, parce que les outils de build, je ne sais pas si... en gros, les développeurs front, quand on leur a dit qu'il faut compiler le front avec du Maven, ils ont rigolé. Ils ont refait leurs outils. Ils ont eu raison. Et du coup, ils ont commencé on a commencé à avoir deux outils de build. Mais on avait le même projet qu'on livrait finalement, parce qu'on livrait à la fois le front et à la fois le back. Et du coup, il a fallu commencer à gérer deux cycles différents. Et on avait la même problématique de gestion des binaires. Et du coup, ça, c'était important d'en avoir conscience. Et du coup, les outils qui permettaient de stocker les binaires Java ont évolué pour stocker les NPM, pour stocker du Ruby, tous les langages, finalement, tous les binaires dont on avait besoin. Et donc, du coup, aujourd'hui, des outils comme Artifactory, Nexus permettent même de stocker des images Docker, permettent de stocker tout ce dont on a besoin pour travailler, compiler et déployer les applications. Et c'est important, ces outils-là sont importants, surtout qu'une des grosses prises de conscience qui ont eu lieu depuis le confinement, c'est les problèmes de sécurité. La sécurité, ça fait des années qu'on dit en informatique, c'est important, c'est on n'y fait pas trop attention, pourtant on devrait. Là, le confinement, toutes les entreprises en ont vraiment pris conscience. Et finalement, on se rend compte qu'un des points de faiblesse de nos applications, alors, il y a ce qu'on produit, le code qu'on écrit, mais finalement,
les hackers, ils ont compris qu'ils pouvaient exploiter nos faiblesses, toutes les bêtises qu'on faisait. Mais en fait, il y avait beaucoup plus simple. C'est que toutes les librairies qu'on utilise sur Internet qui sont en open source, finalement, c'est assez facile d'injecter des vulnérabilités à l'intérieur. Et du coup, ils l'ont fait. Et du coup, il y a eu des exemples célèbres de librairies JavaScript ou Java qui étaient utilisées par tout le monde, où quelqu'un a fait une contribution un peu malicieuse, qui a fait qu'il y a eu des problèmes de sécurité dedans, et que tout le monde s'est mis à utiliser du jour au lendemain, parce que intégration continue, on récupère automatiquement les dépendances, on va les chercher à l'extérieur, pas de questions, pas de problème, tout se passe bien, sauf qu'on s'est retrouvé avec des failles de sécurité sur toutes les applications, de façon assez massive, assez rapidement. Et évidemment, tous les gens qui utilisaient ça se sont fait attaquer. Donc du coup, on a commencé à se dire, bon, récupérer les choses sur Internet, c'est sympa. Historiquement, on avait des serveurs binaires, et peut-être qu'on peut automatiquement vérifier la sécurité sur ce qu'on récupère de l'extérieur. Et donc, tous les outils type Artifactory, Nexus ont aujourd'hui des scans de sécurité pour vérifier les grosses failles de sécurité qu'il y a à l'intérieur. Et dès qu'il y a une faille qui est connue, ces outils les bloquent. On bloque l'utilisation. Donc, en tant que développeur, on ne peut plus les utiliser. Alors, ça nous fait un peu râler. Après, on regarde pourquoi on ne peut plus l'utiliser. On se dit, oui, finalement, c'est quand même un peu du gruyère. Alors, donc, on y fait attention. Donc, ça, c'est important de voir que finalement, on est en train de voir une centralisation de tous les besoins qui est en train d'apparaître. C'est-à-dire que finalement, toutes les problématiques, sécurité, facilité de déploiement, facilité de développer, facilité de tester, qualité de code, finalement, toutes ces problématiques-là qui étaient gérées de façon isolée avant, on commence à traiter le problème de façon globale. Donc voilà. De la même façon que Jenkins et CircleCI ont évolué, finalement, il y a d'autres outils qui viennent plus de gestion de sources. Je n'ai pas parlé de Git, qui est arrivé en 2008, pareil, qui a vraiment changé la manière dont les développeurs voient les branches. C'est devenu vraiment simple, atomique, vraiment très simple de faire des branches et les intégrer. Alors, tout le monde ne trouve pas ça aussi simple, mais ça a quand même simplifié pas mal de choses. Et que finalement, on voit que les outils comme GitHub, comme GitLab, qui permettaient à la base d'héberger les sources du code, commencent à faire de l'intégration continue. On commençait à faire de l'intégration continue. Aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qui utilisent du GitLab CI, des choses comme ça, parce que finalement, ces outils d'intégration continue, ils sont parfaitement liés avec le code. Donc ça, voilà, c'est des choses qui sont en train d'évoluer tranquillement. Et ça commence à prendre. Alors, il y a encore des difficultés parce que avoir du code qui se compile potentiellement à l'extérieur de son SI, ça peut être compliqué dans certaines entreprises. Mais voilà, c'est des pratiques qui changent, qui évoluent. Par contre, il faut avoir conscience que dans la vie d'un projet, c'est des choses qui ne vont pas être pérennes dans le temps. C'est-à-dire que l'évolution de ces outils est quand même assez dense, assez fréquente. Et autant il y a une dizaine d'années, on pouvait se dire j'utilise mon Hudson et je suis tranquille pour les 10 prochaines années. Aujourd'hui, la durée de vie de ces outils est quand même beaucoup plus volatile et ça bouge beaucoup. Donc, il faut être vigilant sur à quel point je suis couplé à ces outils-là dans mes développements. C'est-à-dire que moi, j'ai pas mal mis en place des Jenkins, des choses comme ça. J'étais pas fan de faire beaucoup de customisation de Jenkins avec des scripts Groovy, avec des évolutions comme ça, parce que finalement, on crée un couplage avec l'outil qu'on utilisait. Et à chaque fois qu'un projet est couplé avec un outil, le jour où on veut changer d'outil, ça devient compliqué. Et ça, il faut en avoir conscience et il faut être vigilant à ne pas trop se coupler aux outils qu'on utilise. Les outils sont faits pour rendre service. Il faut faire attention à ne pas trop les spécialiser, à ne pas trop les customiser, parce que du coup, on en devient dépendant. Et ça peut être dangereux sur les projets. Alors, juste pour remettre un peu de perspective un peu sur les problèmes qu'on avait il y a quelques années, j'ai une entreprise où j'ai travaillé. À un moment donné, on avait 200 serveurs en production. Donc, plutôt sympa. Ça commençait à devenir sérieux. On était dans les années 2010-2015. Par contre, un jour, on s'est dit, on a quand même plein de problèmes en production. À chaque fois, on a des petites choses différentes. Et finalement, on a juste regardé sur ces serveurs quelle est la version majeure de l'OS. Donc, on n'a pas regardé les petits patchs, les petites versions mineures. On regardait version majeure de l'OS, version majeure du JDK qu'on utilisait et version majeure de l'application qu'on utilisait. Sur 200 serveurs, on avait 168 combinaisons différentes. Et après, on s'est étonné que ça ne marche pas.
Et ça, c'est normal. Et on ne peut pas tout tester, on ne peut pas tester toutes les combinaisons. Et ça, c'est important d'en avoir conscience parce que faut pas essayer de le faire parce que ça ne marche pas. Il faut plutôt essayer de partir dans une approche où comment on peut faire pour que l'OS, la version de Java, la version de la librairie soit la même en production. Et ça, c'est des choses, avec Docker, on a essayé de le faire. Avec Ansible, on essaie de le faire. Et ça, il faut vraiment essayer de se dire, notre meilleure façon de ne pas avoir de problème de tester des tonnes de configurations différentes, c'est de se dire, on n'en déploie qu'une. Et ça, on voit que c'est des changements de mentalité et de pratique qui arrivent chez tout le monde. Par exemple, chez les éditeurs de logiciels. Les éditeurs de logiciels, avant, ils disaient, voilà, on a une version 1, mais on maintient aussi la 2, la 3, la 4. On supporte Windows 2010, 2008, 2005, voire encore du XP ou du serveur. On génère telle version de Linux, telle version de Red Hat, telle version de Fedora, dans tel pack de langue. Aujourd'hui, vous regardez, ils supportent une ou deux versions. Point barre. Ils ont arrêté de générer cet ensemble de complexité, ou voire même maintenant, ils vous fournissent l'installation Ansible ou le package Docker d'installation. C'est-à-dire que c'est eux qui ont décidé sur quelle version ça s'exécutait. Et ça, c'est important d'en avoir conscience, parce que du coup, la complexité, on a essayé de la réduire. Ou avant, on disait, on doit tout gérer. En informatique, non, on ne peut pas tout gérer, ça coûte cher, c'est compliqué. Donc, on a essayé de simplifier. Finalement, quand on déploie en SaaS, finalement, on a aussi ramené cette simplification. On a essayé de se dire, c'est moi maintenant qui vais gérer quelle version d'OS j'installe mon application. Les gens vont simplement s'y connecter par un navigateur ou par une API. Et c'est moi qui vais décider sur quoi j'exécute mon application. Et donc, je m'enlève pas mal de problèmes de compatibilité à gérer. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes, qui ont évolué et qui sont importantes. Je n'ai pas trop parlé du cloud. Finalement, j'ai parlé un peu d'Amazon qui arrivait dans les années en même temps que DevOps, début 2010. Et finalement, le cloud a quand même pris un essor monstrueux dans ces temps-là et qui a incité aussi beaucoup les projets à automatiser les déploiements, les créations de choses, les créations des installations. Il y a des outils comme Terraform qui permettent de déployer les applications. Et donc, c'est des choses qui... pardon. Bon, du coup, pendant qu'il y a une petite coupure, est-ce qu'il y en a qui ont des questions pendant ce temps-là ou des interrogations pour faire, oui. Vous avez parlé en matière de fluidité d'adoption, notamment pour Docker, la simplification, notamment pour les devs. J'entends beaucoup parler de Kubernetes. Je m'y suis toujours pas mis parce que de là où je suis, je trouve assez complexe. Et je me pose la question de quelle est sa place dans tout ça. Alors Kubernetes, Docker, c'est un bon moyen de packager les applications. Alors, si je caricature un petit peu, c'est comme je faisais un petit package zip autour de mon code pour le déployer. En plus, il y a la partie runtime qui est intéressante. Et finalement, en tant que développeur, ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. En tant que personne qui gère la production, c'est sympa, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que si je déploie mon package Docker sur un serveur, le jour où le serveur tombe en panne, je perds mon application. Et donc, en tant qu'Ops, je ne suis pas très fan de ça. Alors, évidemment, je peux le redéployer ailleurs. Ça va repartir, ça va marcher. C'est sympa. Et finalement, les Ops, ils se sont dit, en fait, j'ai X serveurs en production. Et c'est assez coûteux, c'est assez complexe de à chaque fois que je déploie une application, de devoir configurer les IP, le serveur, ou qui sait qui a le droit de se connecter avec qui. Et en fait, ils ont essayé aussi, eux, de simplifier ce déploiement-là. Et donc, en fait, l'idée de Kubernetes, c'était de se dire, imaginons que je n'ai pas je peux déployer, mais imaginons que j'ai une couche intermédiaire qui me cache toute cette complexité-là et qui me permet de dire, je déploie mon image Docker dans Kube, et hop, c'est magique, ça va marcher tout seul. Et du coup, c'est un peu ce qu'ils ont essayé d'adresser comme problème, c'était de se dire, voilà, comment je peux simplifier mes déploiements pour éviter de devoir configurer les IP automatiquement, les choses comme ça, la configuration. Et ils ont essayé de faire une abstraction de ces niveaux-là. Par exemple, ou avant, pour donner un petit exemple, avant, moi, quand je
quand j'avais un serveur Apache, alors c'était l'ancêtre de Nginx, qui permettait d'afficher quelque chose, j'avais environ 2 pages de configuration à mettre pour déployer mon serveur. J'avais une doc qui faisait 25 pages pour dire qu'il faut mettre tel port, telle adresse, pour te connecter à la base de données, il faut telle info. Maintenant, quand on fait le symétrique, ça démarre, j'ai 0 ligne de configuration à faire. Pourquoi? Parce que à un moment donné, je dis que je dois parler à une base de données, je l'ai appelée base de données client. Et hop, automatiquement, quand je déploie dans du cube, il y a quelque chose qui s'appelle base de données client. C'est magique. Ça ne m'a pas demandé de configuration, ça s'est configuré tout simplement. Et du coup, quand j'ai une image Docker ou un container Docker qui démarre dans Cube et qui a besoin de se connecter à la base de données client, il trouve ces informations, il va s'y connecter. Et donc, du coup, Cube, par rapport à Docker, c'est sûr que c'est complexe d'un point de vue développeur, mais normalement, en tant que développeur, on n'y rentre pas trop dedans. On se contente un peu de faire les images Docker et potentiellement de faire les pods pour décrire d'autres choses. Et finalement, toute la complexité de comment ça fait pour marcher de façon simple, c'est les ops qui s'y collent. Et donc, c'est vraiment une couche d'abstraction pour simplifier le déploiement des images Docker. Si on fait le symétrique avec Ansible, Ansible, c'est pareil, on écrit 2-3 lignes pour dire tu m'installes mon prérequis Spring Boot, tu me rajoutes mon jar à tel endroit, et hop, c'est magique. Toute la complexité en amont pour installer l'OS, pour installer la bonne version de Java, pour installer la bonne version de Spring Boot, pour installer les bonnes couches réseau, les bons utilisateurs sur le cerveau, ce sont des ops qui ont fait ça. Et donc, l'idée, c'est, voilà, il y a 2 approches entre Docker et Ansible, mais vraiment, l'objectif, c'est vraiment, en tout cas pour la partie ops, d'automatiser les actions pour éviter toutes les erreurs manuelles. C'est-à-dire que quand on installe 200 serveurs et qu'on suit une doc d'installation, avec toute la bonne volonté du monde, il y aura 2-3 personnes différentes qui vont les faire. Il y aura forcément des différences. Et ça, on n'y peut rien. C'est l'humain qui est derrière, c'est l'humain qui interprète, c'est l'humain qui fait. Et une des promesses de l'automatisation, c'était de dire, si on a 200 serveurs à installer, si on ne le fait pas trop mal, on devrait avoir 200 fois la même chose. Et l'idée de Cube, ça a été d'abstraire cette couche serveur pour simplifier le travail. Du coup, on est revenu. Merci. Hop. Et il reste 5 minutes. Et du coup, j'ai essayé de dire finalement, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui n'a pas changé dans ces 25 ans d'intégration continue? Ou quelles sont les choses qu'on n'a pas fait attention, qu'on aurait dû faire attention il y a quelques années? La première chose, c'est la simplicité. Ça doit rester simple. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a trop d'outils, trop de personnalisation, trop de customisation, c'est vraiment un pitfall de méfiez-vous. Essayez vraiment de rester simple, essayez de ne pas trop customiser les outils. Si vous faites trop de personnalisation, trop de customisation, souvent c'est un smell qui vous a fait quelque chose de pas bien. Faites attention à que ces outils-là vous ne bloquent pas l'innovation dans l'entreprise. C'est-à-dire que par exemple, il y a le Big Data qui est arrivé il y a quelques années. Les projets de Big Data, on ne gère pas l'intégration continue d'un projet Big Data comme on gère l'intégration continue d'un projet front. Il y a d'autres concepts. On ne livre pas simplement un binaire. On livre un modèle, on livre un jeu de test, on livre des paramètres, des métaparamètres, des hyperparamètres des modèles. On livre le modèle. Et donc, on livre plusieurs flux. Il faut en avoir conscience que ce n'est pas le même cycle qu'un simple code. Et donc, du coup, il y a des spécificités. Et si vous êtes trop rigide dans votre outil d'intégration continue, ces spécificités de projet-là sera compliquées. Il faut faire attention à la scalabilité. Les projets, aujourd'hui, dans les entreprises, ça démarre, ça s'arrête, ça bouge vite, ça évolue vite. Les langages de programmation évoluent vite. Et donc, il faut avoir conscience que faites attention que ça ne bride pas ces tests-là, ces expérimentations-là. Ne pas oublier le principe de base que l'objectif est de collaborer. Il y a des gens qui ont des super plateformes d'intégration continue, ils en sont super fiers. Par contre, chaque développeur m'explique que lui, il fait sa feature branch pendant 3 semaines. Super sympa, mais je n'appelle pas ça l'intégration continue. On revient dans la bonne vieille intégration de faire un sprint. À une époque, on parlait de Friday, l'enfer du vendredi. C'est-à-dire qu'on faisait des sprints de 2 semaines, de 3 semaines, et tous les développeurs, le vendredi matin, commitaient tout. Et le PO était super content de vendredi matin de tester quelque chose qui ne démarrait même pas. Et petit à petit, on s'est dit, déjà pour simplifier un peu le travail des PO et simplifier notre vie de développeur, ça pourrait être sympa de partager plus fréquemment, de valider plus fréquemment et de valider ça. Et juste pour faire un décalage, aujourd'hui, il y a des équipes où
la fréquence de commit, c'est toutes les heures. Chaque développeur partage son code quasiment toutes les heures. Et si vous regardez un peu les pratiques autour du trunk base, ça va dans ce sens-là. C'est des choses de partageons le plus fréquemment possible, le plus rapidement possible. Ça, c'est des choses importantes. Moi, je me rappelle Alors moi, quand j'ai commencé l'informatique, c'était l'époque du début du HTML. Je suis vieux. Et Timber, le fondateur d'HTML, avait dit « Les choses simples doivent être faisables simplement et les choses complexes doivent être possibles. » Et en fait, dans l'intégration continue, il y a beaucoup de choses qui sont simples. Il faut que ces choses-là, on les fasse simplement, que ce ne soit pas très compliqué, qu'on puisse les faire évoluer simplement. Et de temps en temps, on a des choses complexes à faire. Ben là, on customise, on fait. Mais il ne faut pas que ça soit le mode principal. Faites attention à vous coupler très faiblement. C'est-à-dire que si vos projets sont couplés de façon très forte aux outils, ce n'est pas très bon. Après, ce que j'entends aussi, c'est « Oui, mais moi, sur mon projet, j'ai des besoins spécifiques. » Ça fait 20 ans que je fais de l'intégration continue. J'ai vu pas mal d'entreprises, des entreprises qui ont vraiment, vraiment des besoins spécifiques. J'en croise pas tous les jours. Donc, il faut aussi de temps en temps se remettre en question et de se dire, voilà, est-ce qu'on est vraiment spécifique? Pourquoi on est différent des autres? Et souvent, on se rend compte que on n'est pas si différent que ça et qu'on peut utiliser des choses assez standards. Et finalement, quand on en choisira un demain, qu'est-ce qu'il faut faire attention? Comment finalement bien choisir un outil d'intégration continue? Comment ne pas simplement voir un truc qui brille, et que tous nos copains utilisent et on se dit, du coup, on va l'utiliser? C'est de se poser un peu les questions de est-ce que déjà l'outil qu'on utilise respecte un peu tous les bonnes pratiques que nous on a dit? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait des applications, on parle des 12 facteurs qui sont des bons principes de développement d'applications. Finalement, on peut déjà s'assurer que l'outil d'intégration continue les respecte, qu'il soit flexible, utilisable, peu couplé. Aujourd'hui, on peut pas éviter le fait de se dire que l'outil qu'on utilise, il doit me permettre de déployer facilement en interne ou dans le cloud, ou d'être hybride, ou entre plusieurs clouds. Et ça, c'est pas anodin. Parce que finalement, d'avoir des outils qui sont trop couplés à un éditeur ou à quelque chose, c'est compliqué, c'est risqué. De se poser la question de comment on peut standardiser des pipelines, de faire des choses, comment on peut paralyser les choses, comment on peut faire des choses incrémentales, comment avoir du feedback rapide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une plateforme d'intégration continue doit vous donner un état ou une estimation que votre commit est bon dans les 5 minutes, entre les tests et les différents tests, mais elle doit permettre aussi potentiellement de lancer tous les tests de façon un peu plus complète, de façon asynchrone, et de vous donner des résultats un peu décalés. Mais le temps de premier feedback est une donnée assez importante. Si quand vous committez, votre premier feedback, vous l'avez au bout de 3-4 heures, ce n'est pas viable. Ça, c'est important. Ils doivent aussi supporter les monorepos. Alors, je ne suis pas trop rentré dans la technique, mais c'est une tendance aujourd'hui où on se dit que pour partager le code plus facilement entre les projets, plutôt que d'avoir un petit dépôt Git par projet, on n'en a plus qu'un. Mais du coup, ça a des conséquences non négligeables sur les plateformes d'intégration continue. Donc, il faut aussi en avoir conscience, de faire attention. Et comme il me reste une toute petite minute, en gros, si on reprend un peu tout ce qui s'est passé, on voit que finalement, il y a eu des grosses phases d'évolution au cours des 20 dernières années. Il y a vraiment la phase, on va dire, autour des années 2008, qui était vraiment liée à l'évolution des outils de build, Maven, NPM, toutes ces choses-là qui ont pas mal bougé. Il y a une grosse phase autour de 2012 qui a été l'évolution des outils d'intégration continue, au sens large, qui ont bougé, qui est en train de... Il y en a une nouvelle vague qui est en cours, parce que le cloud a perturbé pas mal de choses, le déploiement automatique a perturbé pas mal de choses, le fait que les gens sont beaucoup plus distribués a changé aussi pas mal de choses, le fait qu'on déploie avec du Kubernetes aussi a changé des choses. Donc les outils évoluent beaucoup. Et le gros changement qui a eu lieu aussi dans les dernières années, c'est l'automatisation des déploiements, à la fois pour les environnements de test, à la fois pour les applications, la simplification. Donc voilà, il y a des choses qui bougent. Savoir ce qui va se passer dans 3-4 ans, c'est compliqué. Mais voilà, c'est des choses qui ont beaucoup bougé. Et si on regarde un peu ce qui change, finalement, on se rend compte que tous les 5 ans, les plateformes d'intégration continue, les gestionnaires de sources révoluent, changent. Et donc, faites attention que sur des projets, alors qui sont à court terme, c'est pas trop grave. Sur des projets qui ont vocation à durer plus longtemps dans une entreprise, faites attention à ne pas trop vous coupler avec vos outils parce que les outils vont bouger et bougent régulièrement. Donc, il faut garder cette souplesse-là.
Voilà. Du coup, est-ce que j'ai le temps pour une petite question? Oui. Alors, j'ai une question dans la salle que j'ai vue. Je ne sais pas si à distance, il y a des questions. Tu avais dit en début de présentation que l'écosystème Windows n'avait pas beaucoup bougé et sur la fin un peu plus. Est-ce que tu pourrais redire un mot ou deux là-dessus? Ouais, alors le monde Windows, alors j'ai travaillé pendant des années dans le monde Windows aussi. En fait, pour moi, l'outillage Windows, c'est principalement pour faire des outils d'éditeurs qui avaient vocation à tourner sur un PC ou un petit ensemble de PC. Ils n'étaient pas dans la logique faire que du Amazon ou du e-commerce ou des choses comme ça. Et du coup, l'approche du Visual Studio où c'était tout centralisé, un peu à la ClearCase historique, bah, finalement, ça marchait très bien sur les équipes. Ils avaient récupéré leur code, il y avait les sources, il y avait les dépendances, il y avait tout. Ils compilaient en local, ça marchait très très bien. Petit à petit, et Microsoft a commencé à faire le Cloud Azure qui arrivait, qui était à l'origine qu'on pouvait faire tourner avec des machines Microsoft pour du Microsoft. Et là, ils se sont dit, OK, si on continue dans cette voie-là, ça ne marchera pas. Et ils ont commencé à avoir une stratégie de dire, bah, on accepte du Linux, on commence à faire de l'open source, on commence à évoluer. Et ils ont vraiment changé toute la mentalité, la façon de développer les applications. C# est devenu libre. Il y a Visual Studio qui est sorti. Il y a Azure DevOps qui est sorti. Et honnêtement, sur les plateformes aujourd'hui, bah, ils ont récupéré les 20 ans de retard en 3-4 ans. Et ça, c'est important d'en avoir conscience, c'est que les scissions qu'il pouvait y avoir, pareil, Docker, au tout début, c'était qu'Unix. Aujourd'hui, moi, je connais des clients qui font des logiciels Windows qui les délivrent avec des images de Docker. Et ça, c'est important parce que du coup, les deux écosystèmes on se sont rapprochés. Aujourd'hui, hein, le système d'exploitation Windows se rapproche énormément du monde Unix. Il y a un kernel, il y a une interface graphique, voilà, ça se rapproche. Aujourd'hui, faire tourner un Unix sur un post Windows, c'est super facile. À l'époque, on avait des émulateurs de tous les côtés. Aujourd'hui, moi, sur mon laptop, j'ai une console Unix qui marche nickel, j'ai mes applications qui marchent nickel. Donc, le monde Windows a beaucoup changé. Et l'écosystème aujourd'hui, à une époque, il y avait TFS qui était vraiment le truc centralisé, qui était une purge. Aujourd'hui, moi, je connais des développeurs qui sont allés sur Azure DevOps. Voilà. Avant, Windows, c'était le diable, c'était inadmissible. Aujourd'hui, ils ne voient pas la différence. Donc, du coup, c'est vraiment des outils qui ont récupéré le retard et qui se sont vraiment intégrés dans cette logique de modularisation, d'incrémental, et beaucoup plus petite, plus un seul bloc, une seule application. C'est vraiment les modules sont arrivés. Pas de questions à distance. Ah, si, peut-être. Est-ce qu'il y a... Si, il y en a une. Alors, petite question. Que penses-tu du DevSecOps et du Continuous Testing? DevSecOps. Alors, j'en ai parlé 2 secondes. Alors, depuis 2-3 ans, la sécurité, c'est vraiment devenu un sujet clé dans toutes les entreprises. Et comme tous les sujets, quand vous en occupez, quand vous avez fini de développer un projet, ça se passe assez mal. Comme vous posez la question de déployer quand le projet est fini. Là, je n'ai pas raconté celle-là, j'ai fait juste 2 secondes. Il y a un projet, on m'a appelé en disant le projet est fini, il n'y a plus qu'à le déployer. Le projet, ils étaient super fiers d'eux, 4 développeurs, 6 mois. Je suis allé les voir, on a regardé un peu ce qu'il fallait faire pour juste le déployer, 4 développeurs, 6 mois. Parce qu'ils avaient tout mal gaulé. Et la sécurité, c'est pareil. Si vous posez la question de la sécurité en fin de projet, ça se passe assez mal. Et donc, oui, et aujourd'hui, on parle de shift left, hein, c'est le faire beaucoup plus en amont dans les projets. Bah, oui, il faut le faire. Il n'y a pas de secret. Si vous posez la question de la sécurité de votre application, alors à la fois sur les librairies que vous utilisez, à la fois sur les erreurs de développement, à la fois sur comment on sécurise l'accès à l'application, bah, ça se traite au début parce que ce n'est pas anodin. Donc voilà pour la partie DevSecOps. Et la deuxième, c'était Testing Continuous. Tester, c'est un grand sujet. J'en ai pas trop parlé. Alors, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien tout ce qui est craft et tout ce qui est... et ceux qui me connaissent de l'autre côté, j'aime tout ce qui est automatique. Aujourd'hui, moi, je pense que l'exemple que je prends souvent, c'est quand il y a un peintre qui vient chez vous, il vous demande, quand vous lui demandez est-ce que vous pouvez me repeindre cette pièce-là,
il vous fait un facture, alors je vais faire un chiffron à 1 000 € pour peindre la pièce. Vous ne lui demandez pas, est-ce qu'il met du scotch autour des boiseries, est-ce qu'il met du plastique au sol pour éviter de faire des cochonneries. Et toute personne qui a peint un mur sans faire ça, il se rend compte que c'est pas génial et que ça coûte beaucoup plus cher à nettoyer. Ma fille a essayé, elle s'est rendue compte qu'elle passait beaucoup plus de temps à nettoyer le sol de sa chambre que son mur, que peindre le mur. Et finalement, tester, c'est pareil. On peut croire que pas tester une application va beaucoup plus vite. Bah, finalement, quand vous regardez le temps que vous passez à lancer l'application, à vérifier que ça marche, à corriger des régressions, à attendre votre PO qui dit non, mais ça ne marche pas, il faut que tu me corriges ça. Bah, finalement, on perd beaucoup plus de temps à valider l'application sans la tester automatiquement qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a très, très peu de cas où ne pas tester, c'est pertinent. Alors, quand on fait des POC ou des petites proof of concept, là, c'est discutable, mais sur des projets qui ont vocation à passer en production et à durer en production, pas tester, ce n'est pas acceptable. Et il ne faut pas se mélanger, ce n'est pas parce qu'on fait du testu. Alors, je veux dire juste 2 mots sur les testus, les tests fonctionnels, je ne peux pas m'en empêcher. Les testus n'ont jamais garanti qu'une application marchait. Pour moi, les testus sont vraiment là pour garantir qu'on a une garantie que le code est évolutif, qu'on est capable de refactorer son code, qu'on est capable de le faire évoluer. Ça, c'est une chose. Les tests fonctionnels, un peu plus haut niveau, vont me garantir que ça correspond aux besoins et aux attentes des utilisateurs. Et c'est la somme des deux qui fait que sur un projet, je suis confiant. Si je fais que l'un ou que l'autre, ça ne marche pas. Donc oui, il faut tester, oui, il faut tester automatiquement, et oui, il faut faire attention que on parle de pyramide de tests, hein, ce n'est pas anodin, il faut la respecter. Si on ne fait qu'une partie des tests, ça ne marche pas bien. C'est tout bon ? Merci beaucoup, Laurent. Bravo.